Au cœur de l'Asie, un empire nomade voit le jour. Cet empire, forgé par des peuples nomades, est né des vastes étendues sauvages et indomptées. Les steppes infinies, balayées par le vent, constituent leur royaume. Ces terres, bien que rudes et inhospitalières, sont le berceau de civilisations puissantes et résilientes. Voici l'histoire des Gökturks, un peuple guerrier et conquérant. Les Gökturks, avec leur bravoure et leur habileté, ont marqué l'histoire par leurs exploits militaires et leur culture riche. Du 6e au 8e siècle, l'empire Gökturk domine les vastes étendues d'Asie centrale. Leur empire s'étendait sur des milliers de kilomètres, unifiant diverses tribus sous une seule bannière. Des frontières de la Chine aux portes de l'Europe, leur nom inspire crainte et respect. Les Gökturks étaient non seulement des guerriers redoutables, mais aussi des diplomates habiles, forgeant des alliances stratégiques. Leur histoire est un récit captivant de conquêtes, d'alliances et de trahisons. Chaque bataille, chaque alliance, chaque trahison a façonné le destin de leur empire, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire. C'est une histoire qui mérite d'être racontée, une histoire qui nous transporte dans un monde disparu. Les ruines et les artefacts que nous découvrons aujourd'hui témoignent de leur grandeur passée. Préparez-vous à découvrir les secrets des Gökturks, ces maîtres des steppes. Leur héritage continue de fasciner et d'inspirer, nous rappelant la puissance et la beauté de leur civilisation. Les origines des Gökturks sont nimbées de mystères. On pense qu'ils étaient une branche des Xiongnu, un peuple nomade qui a terrorisé la Chine pendant des siècles. D'autres théories les relient aux Huns, ces guerriers redoutables qui ont ravagé l'Europe au IVe siècle. Les Gökturks émergent de l'ombre au XVIe siècle. Ils vivent dans l'Altaï, une région montagneuse d'Asie centrale. Ils sont réputés pour leur maîtrise de la métallurgie, en particulier du fer. Leur talent pour la fabrication d'armes va jouer un rôle crucial dans leur ascension fulgurante. L'histoire des Gökturks prend un tournant décisif avec Buming Khagan. En 552, il unit les tribus turques sous sa bannière. Buming s'allie aux Wei occidentaux, une dynastie chinoise, pour vaincre les Ruan, leurs ennemis communs. Cette victoire marque la naissance de l'empire Gökturk. Buming prend le titre de Khagan, le titre suprême des souverains turcs. Il établit sa capitale à Eutuken, un lieu sacré dans les montagnes de l'Altaï. Sous le règne de Buming et de ses successeurs, l'empire Gökturk connaît une expansion fulgurante. Les armées Gökturk, composées de cavaliers habiles, se révèlent redoutables. Ils conquièrent la Sogdiane, la Bactriane et le Khwarezm, étendant leur domination jusqu'aux portes de la Perse sassanide. Au nord, ils soumettent les peuples nomades des steppes jusqu'aux confins de la Sibérie. L'empire Gökturk devient une puissance incontournable en Asie centrale. Leur contrôle des routes commerciales lucratives de la route de la soie leur apporte richesse et influence. L'empire Gökturk, malgré son étendue, conserve une organisation politique et sociale relativement simple. Le pouvoir est détenu par le Khagan, chef suprême de l'empire. Le Khagan est entouré d'une élite composée de membres de sa famille et de chefs de tribus alliés. L'empire est divisé en deux khanates, le khanat occidental et le khanat oriental. Chaque khanat est dirigé par un Yabgu, un prince de sang royal. La société Gökturk est hiérarchisée, avec une classe guerrière dominante et un peuple composé principalement de pasteurs nomades. La vie des Gökturks est rythmée par les saisons et les besoins de leurs troupeaux. Ils vivent sous des tentes en feutre, facilement transportables lors de leurs déplacements. Leurs principales richesses sont leurs chevaux, moutons et chameaux. Les Gökturks sont d'excellents cavaliers. Leur maîtrise du cheval est essentielle à leur mode de vie nomade et à leur succès militaire. La chasse est une activité importante, à la fois pour se nourrir et pour s'entraîner au combat. L'empire Gökturk entretient des relations complexes avec ses voisins. Ils sont en conflit permanent avec les Perses sassanides, au sud. Les deux empires se disputent le contrôle des routes commerciales et des riches cités d'Asie centrale. À l'est, les Gökturks entretiennent des relations tumultueuses avec la Chine. Ils sont parfois alliés, parfois ennemis, en fonction des intérêts politiques du moment. Les Gökturks utilisent habilement la diplomatie et la force pour maintenir leur position dominante. À la fin du VIe siècle, des dissensions internes affaiblissent l'empire Gökturk.
Les rivalités entre les différents clans et les luttes de pouvoir fragilisent l'unité de l'Empire. En 582, l'Empire Gökturk se divise en deux khanates distincts, le khanat occidental et le khanat oriental. Cette division marque le début du déclin du premier khaganat Gökturk. Affaiblis par les divisions internes, les Gökturks sont progressivement conquis par les Chinois de la dynastie Tang au 7e siècle. Le premier khaganat Gökturk s'éteint, laissant un vide politique en Asie centrale. Au milieu du 7e siècle, un nouveau leader charismatique émerge, Kutlug. Ce chef visionnaire, doté d'une grande sagesse et d'une détermination inébranlable, parvient à rallier les tribus turques dispersées sous une seule bannière. Grâce à son leadership exceptionnel, il parvient à unifier les tribus turques et à restaurer l'empire Gökturk, autrefois puissant mais tombé en déclin. Les tribus, autrefois divisées et en conflit, trouvent en Kutlug un symbole d'espoir et de renouveau. Le deuxième khaganat Gökturk connaît un bref renouveau de puissance. Sous la direction de Kutlug, l'empire retrouve sa gloire passée, avec des armées disciplinées et une administration efficace. Kutlug et ses successeurs repoussent les Chinois et étendent à nouveau leur domination sur les steppes d'Asie centrale. Les campagnes militaires sont couronnées de succès, consolidant ainsi le pouvoir du khaganat. Cependant, le deuxième khaganat est confronté aux mêmes problèmes internes que le premier. Les luttes de pouvoir et les rivalités entre clans, exacerbées par les ambitions personnelles des chefs tribaux, affaiblissent l'empire de l'intérieur. Les luttes de pouvoir et les rivalités entre clans affaiblissent l'empire. Les querelles internes minent la stabilité politique et militaire, rendant l'empire vulnérable aux attaques extérieures. Au début du 8e siècle, le deuxième khaganat Gökturk s'effondre sous les coups de boutoir des Ouïghours, un autre peuple turc. Les Ouïghours, profitant des divisions internes, lancent une série d'attaques dévastatrices qui marquent la fin de l'empire. L'empire Gökturk, malgré sa courte existence, a laissé une marque indélébile sur l'histoire d'Asie centrale. Fondé au 6e siècle, cet empire a su s'imposer comme une force majeure dans la région, influençant non seulement les dynamiques politiques, mais aussi les échanges culturels et économiques. Les Gökturks ont été les premiers à unir les tribus turques sous une seule bannière. Cette unification a permis de créer une identité commune et de renforcer les liens entre les différentes tribus, facilitant ainsi la formation d'un empire cohérent et puissant. Ils ont créé un empire puissant qui a dominé les steppes pendant plus de 2 siècles. Leur habileté militaire et leur stratégie ont permis de contrôler un vaste territoire, allant de la Chine à l'Europe de l'Est, et d'établir des routes commerciales cruciales. Les Gökturks ont joué un rôle crucial dans la diffusion de la culture turque en Asie centrale. Ils ont favorisé les échanges culturels et commerciaux, introduisant de nouvelles idées, technologies et pratiques culturelles qui ont enrichi la région. Leur langue, le turc runique, est à l'origine de nombreuses langues turques parlées aujourd'hui. Les inscriptions runiques laissées par les Gökturks sont des témoignages précieux de leur histoire et de leur culture, offrant un aperçu unique de leur mode de vie et de leurs croyances. L'empire Gökturk est un exemple fascinant d'empire nomade, capable de rivaliser avec les grandes puissances sédentaires de l'époque. Leur mode de vie nomade leur a permis de s'adapter rapidement aux changements et de tirer parti des vastes ressources des steppes. Leur histoire nous rappelle l'importance des steppes d'Asie centrale dans l'histoire du monde. Ces vastes étendues ont été le théâtre de nombreux échanges et conflits, jouant un rôle clé dans le développement des civilisations et des routes commerciales qui ont façonné notre monde actuel. Niché au cœur de l'histoire, l'État seldjoukide d'Anatolie, aussi connu sous le nom de Sultanat de Roum, s'étendait sur une vaste partie de l'Anatolie, carrefour millénaire entre l'Orient et l'Occident. Cette région, riche en histoire et en culture, a toujours été un point de rencontre entre différentes civilisations, et le sultanat de Roum a su tirer parti de cette position stratégique pour prospérer. Du XIe au XIVe siècle, cet empire a laissé une empreinte indélébile sur la région, façonnant son identité culturelle, architecturale et religieuse. Les Seldjoukides ont construit des mosquées, des madrasas et des caravansérails qui témoignent encore aujourd'hui de leur grandeur et de leur influence. Leur architecture, caractérisée par des motifs géométriques et des calligraphies élaborées,
a inspiré de nombreuses générations d'artisans et d'architectes. Issus de la dynastie seldjoukide, d'origine turque ogouze, les Seldjoukides d'Anatolie ont joué un rôle crucial dans l'histoire de l'islam et du Moyen-Orient. Leurs dirigeants, tels que Süleyman Shah et Kilij Arslan, ont non seulement consolidé leur pouvoir en Anatolie, mais ont également influencé les dynamiques politiques et religieuses de la région. Leur capacité à gouverner un territoire aussi diversifié témoigne de leur habileté politique et militaire. Leur empire en Anatolie, fruit de la conquête de l'Asie mineure sur l'Empire byzantin, a ouvert la voie à l'établissement durable des Turcs en Anatolie. Les batailles décisives, comme celle de Manzikert en 1071, ont marqué un tournant dans l'histoire de la région, permettant aux Seldjoukides de s'implanter solidement et de repousser les frontières de leur empire. L'histoire de l'État seldjoukide d'Anatolie est une véritable épopée. C'est une histoire de conquête audacieuse, d'essor économique et culturel remarquable, mais aussi de conflits internes et de menaces extérieures. Les Seldjoukides ont dû faire face à des rébellions internes, à des rivalités entre factions et à des invasions étrangères, notamment celles des Croisés et des Mongols. Conquêtes audacieuses, essor économique et culturel remarquable, mais aussi conflits internes et menaces extérieures ont marqué son existence, conduisant finalement à sa chute. Malgré ces défis, l'Empire seldjoukide a su maintenir une économie florissante grâce à son contrôle des routes commerciales et à son ouverture aux échanges culturels et intellectuels. Dans cet essai, nous allons explorer les différentes facettes de l'État seldjoukide d'Anatolie, de sa naissance à son apogée en passant par son déclin. Nous examinerons les événements clés qui ont jalonné son histoire, les batailles décisives, les alliances stratégiques et les réformes administratives qui ont façonné son destin. Nous nous pencherons également sur son impact culturel et architectural, ainsi que sur les figures emblématiques qui ont marqué son histoire. Les contributions des Seldjoukides à la science, à la philosophie et aux arts seront également mises en lumière, montrant comment cet empire a laissé une empreinte durable sur le monde islamique et au-delà. L'arrivée des Seldjoukides en Anatolie marque un tournant majeur dans l'histoire de la région. Cette période est caractérisée par des bouleversements politiques, militaires et culturels qui ont façonné l'avenir de l'Anatolie et de ses habitants. Menés par Alp Arslan, un brillant stratège militaire, les Seldjoukides ont su tirer parti des faiblesses de leurs adversaires pour s'imposer comme une force dominante. Ils infligent une défaite retentissante aux Byzantins lors de la célèbre bataille de Manzikert en 1071. Cette bataille est souvent considérée comme l'un des événements les plus décisifs de l'histoire médiévale. Cette victoire décisive ouvre grand les portes de l'Anatolie aux Seldjoukides, leur permettant de s'étendre rapidement et de consolider leur pouvoir dans la région. Profitant de la faiblesse de l'Empire byzantin, miné par des luttes intestines et des conflits internes, les Seldjoukides avancent sans rencontrer de résistance significative. Ils conquièrent rapidement de vastes territoires, établissant leur domination sur une grande partie de l'Anatolie. Leur avancée rapide et leur stratégie militaire efficace leur permettent de s'imposer comme une puissance incontournable. L'arrivée des Seldjoukides marque un tournant radical dans l'histoire de l'Anatolie. Leur présence transforme profondément la région, tant sur le plan politique que culturel. Elle entraîne des changements démographiques, culturels et religieux profonds. Les populations locales sont confrontées à de nouvelles influences et à de nouvelles dynamiques sociales. Convertis à l'islam sunnite, les Seldjoukides introduisent leur langue, leurs coutumes et leur religion dans la région, contribuant ainsi à l'islamisation progressive de l'Anatolie. Leur influence se fait sentir dans tous les aspects de la vie quotidienne. Les pratiques religieuses, les structures sociales et les traditions culturelles sont profondément transformées par l'arrivée des Seldjoukides. Leur héritage perdure encore aujourd'hui dans de nombreux aspects de la culture anatolienne. La fondation de l'État seldjoukide d'Anatolie remonte à 1077, lorsque Süleyman Ier, petit-fils d'Alp Arslan, établit sa capitale à Nicée. Cet événement marque le début d'une nouvelle ère pour la région.
Sulayman Ier choisit Nicée pour sa position stratégique, à proximité de Constantinople, capitale de l'Empire byzantin. Cette proximité permet aux Seldjoukides de surveiller de près leurs rivaux byzantins. La fondation de la capitale à Nicée symbolise la montée en puissance des Seldjoukides et leur ambition de dominer la région. Leur influence s'étend rapidement et ils deviennent une force majeure dans le paysage politique de l'époque. Cet événement marque la naissance d'un nouvel empire destiné à jouer un rôle majeur dans la région pendant plusieurs siècles. Les Seldjoukides laissent une empreinte indélébile sur l'histoire de l'Anatolie et du Moyen-Orient. Sous l'égide de Sulayman Ier et de ses successeurs, l'État seldjoukide d'Anatolie connaît une période d'expansion fulgurante. Les Seldjoukides étendent leur domination sur une grande partie de l'Anatolie, conquérant des villes importantes comme Kayseri, Sivas et Konya, qui deviendra leur nouvelle capitale en 1142. L'armée seldjoukide, composée de cavaliers habiles et disciplinés, joue un rôle crucial dans ces conquêtes. Les Seldjoukides exploitent leur supériorité militaire pour soumettre leurs ennemis et étendre leur territoire. Mais l'expansion seldjoukide ne se limite pas à l'Anatolie. Ils étendent également leur influence sur la Syrie et la Palestine, entrant en conflit avec les Fatimides d'Égypte et les croisés venus d'Europe occidentale. Cette période d'expansion permet aux Seldjoukides d'asseoir leur pouvoir et de s'imposer comme une force incontournable dans la région. Ils contrôlent désormais d'importantes routes commerciales, générant d'importantes richesses grâce aux taxes perçues sur les échanges. Le règne de Kilit Arslan II, de 1156 à 1192, et de ses successeurs, marque l'apogée de l'État seldjoukide d'Anatolie. Sous leur gouvernance, l'Empire seldjoukide a atteint une stabilité politique et militaire qui a permis de concentrer les efforts sur le développement interne et la culture. Le pays connaît alors une ère de paix et de prospérité sans précédent, propice à un épanouissement culturel et artistique remarquable. Les marchés médiévaux d'Anatolie étaient animés par des échanges commerciaux florissants et les villes prospéraient grâce à une administration efficace et à une sécurité renforcée. L'économie seldjoukide, basée sur l'agriculture, l'artisanat et le commerce, est florissante. Les terres fertiles d'Anatolie produisaient des récoltes abondantes, tandis que les artisans créaient des objets de grande qualité allant des textiles aux céramiques. Le commerce, facilité par des routes sûres et bien entretenues, permettait l'échange de biens précieux avec d'autres régions. Les villes se développent et se dotent d'infrastructures importantes, telles que des caravansérails pour accueillir les marchands, des mosquées et des madrasas, centres d'enseignement islamique. Ces infrastructures non seulement facilitaient le commerce, mais elles étaient aussi des lieux de rencontre et d'échange culturels, où les idées et les connaissances circulaient librement. L'art et la littérature connaissent également un essor extraordinaire. Les artistes et les écrivains seldjoukides ont produit des œuvres qui continuent d'inspirer et d'émerveiller. Les manuscrits enluminés, les poèmes et les œuvres littéraires de cette époque sont des témoignages précieux de la richesse culturelle de l'Empire. Mécènes généreux, les Seldjoukides encouragent le développement des arts et des lettres persanes et arabes. Les cours seldjoukides étaient des centres de mécénat, où les artistes et les intellectuels trouvaient un soutien pour leur création. Les souverains eux-mêmes étaient souvent des amateurs d'art et de littérature, ce qui favorisait un environnement propice à la créativité. De nombreux poètes, savants et artistes affluent à la cour seldjoukide, contribuant au rayonnement culturel de l'Empire. Les échanges intellectuels étaient encouragés, et les savants de différentes disciplines partageaient leurs connaissances, enrichissant ainsi le patrimoine culturel de l'Empire. Cette période faste voit également la construction de nombreux chefs-d'œuvre architecturaux, notamment des mosquées, des palais, des ponts et des caravansérails. Ces constructions, souvent financées par les souverains et les élites, étaient des symboles de la puissance et de la sophistication de l'Empire seldjoukide. Ces édifices, ornés de motifs géométriques complexes et de calligraphies arabes,
témoignent encore aujourd'hui du raffinement et de la grandeur de l'art seldjoukide. Les motifs géométriques et la calligraphie étaient non seulement des éléments décoratifs, mais aussi des expressions de la spiritualité et de la philosophie islamique, intégrant l'art et la foi dans une harmonie parfaite. Bonjour à tous, passionnés d'histoire. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble les mystères et les merveilles de l'Empire ottoman, un sujet qui fascine les historiens et les amateurs d'histoire depuis des siècles. Aujourd'hui, embarquons ensemble pour un voyage fascinant au cœur de l'Empire ottoman. Préparez-vous à découvrir des faits étonnants et des histoires captivantes qui ont façonné l'un des empires les plus influents de l'histoire. Couvrant plus de 6 siècles, cet empire fut l'un des plus puissants et des plus durables de l'histoire. De ses débuts modestes, en tant que petite principauté turque à son apogée, en tant que superpuissance mondiale, l'Empire ottoman a laissé une empreinte indélébile sur le monde. Mais quels secrets se cachent derrière sa façade grandiose? Quels mystères et intrigues ont permis à cet empire de prospérer pendant si longtemps? Restez avec nous, et vous le découvrirez. Nous allons plonger dans les aspects les plus fascinants et souvent méconnus de l'Empire ottoman. Tout d'abord, saviez-vous que les Ottomans avaient une manière unique de gérer la succession? Contrairement à de nombreux autres royaumes et empires, la succession ottomane n'était pas une simple affaire de primogéniture. Au lieu que le fils aîné devienne automatiquement le prochain sultan, c'était souvent une lutte brutale pour le pouvoir. Cette lutte pouvait impliquer des intrigues de palais, des alliances secrètes et même des batailles sanglantes. Les frères pouvaient littéralement se faire la guerre. Cette rivalité fratricide était une caractéristique unique de la politique ottomane, et elle a souvent conduit à des conflits internes violents. On appelait cela le fratricide, et bien que cela puisse paraître cruel, c'était considéré comme un moyen de s'assurer que le plus fort des leaders gouverne. Cette pratique, bien que controversée, a permis de maintenir une certaine stabilité au sein de l'Empire. On peut parler d'une sacrée rivalité fraternelle. Ces luttes de pouvoir ont souvent façonné le cours de l'histoire ottomane, influençant les décisions politiques et militaires. Parlons maintenant des janissaires. Ces soldats d'élite étaient non seulement des guerriers redoutables, mais aussi des symboles de la puissance ottomane. Ces soldats d'élite étaient l'épine dorsale de l'armée ottomane. Leur discipline, leur loyauté et leurs compétences militaires étaient légendaires. Mais voici le rebondissement. Ils n'étaient pas nés ottomans. La plupart des janissaires étaient recrutés par le biais du système de devshirme, une pratique unique à l'Empire ottoman. La plupart étaient enlevés à des familles chrétiennes des Balkans et convertis à l'islam. Ce processus de conversion et de formation rigoureuse a transformé ces jeunes garçons en soldats loyaux et dévoués. Entraînés dès leur plus jeune âge, ils devenaient farouchement loyaux au sultan seul. Cette loyauté inébranlable était l'un des piliers de la force militaire ottomane. Imaginez faire partie d'une force d'élite tout en vivant avec l'origine de vos racines. Ce paradoxe a souvent créé des tensions internes, mais il a également renforcé la cohésion et l'efficacité des janissaires. Un sacré paradoxe, n'est-ce pas? Cette dualité entre leurs origines et leur loyauté au sultan a façonné l'identité des janissaires de manière unique. Vous êtes-vous déjà interrogé sur l'amour des Ottomans pour l'architecture? Leur passion pour la construction et la décoration a laissé un héritage architectural impressionnant. Il suffit de contempler la majestueuse Sainte-Sophie. Ce monument emblématique est un témoignage de l'ingéniosité et de la grandeur de l'architecture ottomane. D'abord église, puis mosquée, et aujourd'hui musée, cet édifice témoigne de la grandeur de l'Empire et de son histoire complexe et multidimensionnelle. Chaque transformation de la Sainte-Sophie reflète une période clé de l'histoire ottomane. C'est comme se promener dans un musée vivant du passé. Chaque pierre, chaque mosaïque raconte une histoire de foi, de pouvoir et de transformation. Et qui pourrait oublier le harem? Souvent mal compris, le harem était bien plus qu'un simple lieu de plaisir. La culture populaire le dépeint souvent comme un repère luxueux de plaisir, mais la réalité était bien plus politique. Le harem était un centre de pouvoir et d'influence, où les femmes jouèrent des rôles cruciaux dans la politique ottomane. Le harem était le lieu de vie des épouses, concubines et parentes du sultan, mais c'était aussi un lieu d'intrigue et de lutte de pouvoir. Les femmes du harem utilisaient leur position pour influencer les décisions politiques et militaires. Les femmes du harem exerçaient une influence considérable dans les coulisses, façonnant l'empire de manière subtile mais profonde. Leur influence était souvent invisible, mais elle était essentielle à la stabilité et à la prospérité de l'empire.
Elles étaient les actrices discrètes de la politique ottomane. Leur rôle dans l'histoire ottomane est un témoignage de la complexité et de la richesse de cette civilisation. Mais attendez, il y a plus. L'Empire ottoman n'était pas seulement une puissance militaire et politique, il était aussi un centre de savoir et d'innovation. Les Ottomans étaient des pionniers dans de nombreux domaines, de la médecine à l'astronomie. Leurs contributions à la science et à la culture ont eu un impact durable sur le monde. Leurs érudits ont traduit et préservé d'innombrables textes anciens, faisant le pont entre la science antique et moderne. Grâce à leurs efforts, de nombreux savoirs anciens ont été préservés et transmis aux générations futures. Il est incroyable de constater à quel point ils ont influencé le monde que nous connaissons aujourd'hui. Leur héritage scientifique et culturel continue de résonner à travers les siècles. Et voilà, vous avez eu un aperçu du monde mystérieux et captivant de l'Empire ottoman. Nous espérons que cette exploration vous a inspiré à en apprendre davantage sur cette période fascinante de l'histoire. Des batailles de succession impitoyables aux actrices secrètes du pouvoir. C'est une histoire riche en drames et en intrigues. Chaque aspect de l'Empire ottoman révèle une nouvelle couche de complexité et de fascination. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour d'autres aventures historiques. Nous avons encore tant d'histoires à partager avec vous. À la prochaine, continuez à explorer le passé. Et souvenez-vous, chaque époque a ses propres mystères et merveilles à découvrir. Salut mes amis! Aujourd'hui, notre voyage nous ramène au cœur du monde islamique médiéval pour explorer l'histoire fascinante de l'Empire seldjoukide. Imaginez de vastes steppes s'étendant à perte de vue, où des tribus nomades parcouraient librement à cheval. C'étaient des Turcs ogouze, et parmi eux s'éleva un clan puissant, les Seldjoukides, destinés à tailler un vaste empire. Les Seldjoukides, originaires d'Asie centrale, étaient des guerriers et des cavaliers habiles. Leur chef, Seldjouk, qui a donné son nom à la dynastie, a conduit son peuple vers de nouveaux pâturages en Perse au Xe siècle. Cette migration les a rapprochés du monde islamique et ils se sont rapidement convertis à l'islam. Cette conversion allait s'avérer capitale, façonnant leur destin et l'avenir du Moyen-Orient. Le XIe siècle marque un tournant pour les Seldjoukides. L'empire ghaznévide, qui contrôlait la Perse, commença à s'affaiblir. Tugril Beg, le chef seldjoukide, saisit cette opportunité. Il lança une série de campagnes, conquérant de vastes territoires et établissant l'empire seldjoukide. La bataille de Dandanakan en 1040 fut une victoire décisive pour les Seldjoukides. Elle marqua le déclin de la puissance ghaznévide et ouvrit la voie à la domination seldjoukide en Perse. Tugril Beg, fin stratège, ne s'est pas contenté de la puissance militaire. Il a forgé des alliances, intégré les dirigeants locaux dans son administration et projeté l'image d'un dirigeant juste et puissant. En 1055, Tugril Beg réalisa ce qui semblait impensable. Il s'empara de Bagdad, le cœur du califat abbasside. Tugril Beg a jeté les bases, mais ce sont ses successeurs qui ont véritablement étendu et consolidé l'empire seldjoukide. Alp Arslan, qui signifie « lion héroïque », a fait honneur à son nom. C'était un brillant commandant militaire qui mena l'armée seldjoukide à la victoire contre l'empire byzantin à la bataille de Manzikert en 1071. Manzikert fut un tournant dans l'histoire. L'armée byzantine, considérée comme l'une des plus formidables du monde à l'époque, fut écrasée. Cette victoire ouvrit les portes de l'Anatolie aux Turcs, ouvrant la voie à l'établissement de l'Empire ottoman des siècles plus tard. Le règne d'Alp Arslan a vu l'Empire seldjoukide atteindre sa plus grande étendue territoriale. Les Seldjoukides n'étaient pas seulement des conquérants, ils étaient des mécènes des arts, des sciences et de l'architecture. Ils ont joué un rôle crucial dans la diffusion de la langue et de la culture persane, faisant du persan la langue officielle de leur cour et de leur administration.
Cette fusion des traditions turques et persanes a donné naissance à un riche mélange culturel qui a influencé l'art, la littérature et l'architecture dans tout l'Empire. Sous leur règne, de nouveaux styles architecturaux fleurissent, caractérisés par des motifs géométriques complexes, des mosaïques colorées et des minarets élancés. Pensez à la magnifique mosquée Jamer d'Ispahan, un témoignage de leur prouesse architecturale. Les Seldjoukides ont également apporté des contributions significatives à l'âge d'or islamique. Section 5. L'armée seldjoukide, maître de la guerre. Les Seldjoukides étaient de redoutables guerriers. Leurs prouesses militaires ont joué un rôle clé dans leur ascension au pouvoir et l'expansion de leur empire. Leur armée était une force bien organisée et disciplinée, composée d'un éventail diversifié de soldats, y compris des cavaliers turcs, de l'infanterie perse et même des mercenaires chrétiens. Le cœur de l'armée seldjoukide était sa cavalerie. Ces cavaliers étaient réputés pour leur vitesse, leur agilité et leur compétence en tir à l'arc, capables de faire pleuvoir des flèches sur leurs ennemis avec une précision mortelle. Ils étaient passés maîtres dans l'art de la guerre montée, utilisant des tactiques de guérilla pour épuiser leurs adversaires. Section 6. Nizam al-Mulk, le vizir visionnaire et la Nizamiya. Derrière chaque grand empire se trouvent de sages conseillers, et l'empire seldjoukide ne faisait pas exception. Nizam al-Mulk, dont le nom signifie « ordre du royaume », a servi comme vizir, ou ministre en chef, à la fois à Alp Arslan et à Malik Shah Ier. C'était un brillant érudit, administrateur et homme d'État, jouant un rôle essentiel dans le succès de l'Empire. Nizam al-Mulk comprenait qu'une administration forte et centralisée était cruciale pour la stabilité de l'Empire. Il réforma le système fiscal, rationalisa la bureaucratie et mit en place un réseau d'espions pour tenir les sultans informés. Ces réformes ont contribué à centraliser le pouvoir et à assurer le bon fonctionnement de l'Empire. Section 7. L'impact des Seldjoukides sur le commerce et l'économie. Les Seldjoukides, malgré leurs origines de guerriers nomades, ont compris l'importance du commerce. Ils ont activement encouragé le commerce en sécurisant les routes commerciales, en établissant des caravansérails, auberges en bord de route, pour les marchands, et en encourageant l'utilisation d'une monnaie unifiée. La route de la soie, un réseau d'anciennes routes commerciales reliant l'Orient et l'Occident, a prospéré sous le règne des Seldjoukides. Cela a apporté une richesse immense à l'Empire. Les marchands transportant des produits de luxe, des épices et des textiles de la Chine jusqu'à la Méditerranée. Des villes comme Ispahan, Nishapur et Rai sont devenues des centres commerciaux animés, attirant des commerçants et des artisans du monde entier. Les Seldjoukides ont également encouragé le développement agricole, construisant des canaux d'irrigation et parrainant de nouvelles techniques agricoles. Section 8. Le déclin et la fragmentation de l'empire seldjoukide. Hélas, aucun empire ne dure éternellement. Après la mort de Malik Shah Ier en 1092, l'empire seldjoukide, comme beaucoup avant lui, commença à décliner. Des conflits internes, alimentés par des princes ambitieux et des factions rivales, affaiblirent l'empire de l'intérieur. La première croisade, lancée par les forces chrétiennes européennes en 1095, aggrava encore les problèmes des Seldjoukides. À la fin du XIIe siècle, l'empire seldjoukide s'était fragmenté en plusieurs petits États, chacun dirigé par différentes branches de la dynastie seldjoukide. Le dernier sultanat seldjoukide, basé au Roum, Anatolie, tomba aux mains des invasions mongoles au XIIIe siècle, marquant la fin de l'empire seldjoukide. Section 9. Conclusion. L'héritage durable des Seldjoukides. Malgré leur déclin final, les Seldjoukides ont laissé une marque indélébile sur l'histoire. Ils ont joué un rôle essentiel dans l'élaboration du paysage politique et culturel du Moyen-Orient, leur influence résonnant à travers les siècles.
Leurs succès militaires, en particulier contre l'Empire byzantin, ont ouvert la voie à l'afflux de populations turques en Anatolie, conduisant finalement à l'essor de l'Empire ottoman. Les Seldjoukides étaient des mécènes des arts, des sciences et de l'architecture, leur règne ayant vu l'épanouissement de l'érudition et de la culture islamique. Ainsi, la prochaine fois que vous admirez une mosquée magnifiquement décorée de carreaux ou que vous vous plongez dans les subtilités de l'art et de la science islamique, souvenez-vous des Seldjoukides. Saviez-vous que les Vikings n'étaient pas que de redoutables guerriers? C'étaient aussi des explorateurs, des commerçants et des artisans habiles. Leur influence s'étendait bien au-delà de la Scandinavie, laissant une marque indélébile sur le monde. Les Vikings, ces figures énigmatiques du Nord, captivent notre imagination depuis des siècles. Leurs récits de raids audacieux et de voyages épiques sont devenus des légendes. Mais qui étaient ces peuples marins? D'où venaient-ils et qu'est-ce qui a motivé leur expansion incessante? L'histoire des Vikings commence en Scandinavie, une région englobant les pays modernes du Danemark, de la Norvège et de la Suède. C'est là, au milieu de paysages accidentés et d'un climat impitoyable, qu'une culture unique a commencé à émerger. Liés par des racines linguistiques et culturelles communes, ces peuples nordiques étaient des marins expérimentés et de féroces guerriers. La vie en Scandinavie était rude et la survie dépendait de l'ingéniosité, de la résilience et d'un fort sentiment de communauté. Vers le 8e siècle après JCC, un nouveau chapitre de l'histoire viking s'ouvre, l'ère viking. Poussés par une combinaison de facteurs, notamment la surpopulation, les troubles politiques et la soif de richesse et de nouvelles terres, les Vikings se lancent dans une période d'expansion sans précédent. Leurs dracars, élégants et rapides, leur permettent de naviguer sur les rivières et les mers avec une vitesse et une agilité remarquables. Ils attaquent des villages côtiers, établissent des comptoirs commerciaux et finissent par fonder des colonies à travers l'Europe et au-delà. La société viking était très structurée, avec des rôles et des responsabilités distincts pour les hommes et les femmes. Les fermiers, les pêcheurs et les artisans constituaient l'épine dorsale de leur communauté. Des artisans qualifiés fabriquaient des armes, des bijoux et des sculptures complexes. Les femmes jouaient un rôle essentiel dans la société viking, gérant les foyers, élevant les enfants et participant même au commerce et à la production artisanale. Contrairement à la croyance populaire, les femmes vikings jouissaient d'un degré relativement élevé de liberté et d'influence par rapport à leurs homologues dans d'autres cultures. 5e chapitre, Dieux et monstres. Les Vikings croyaient en un panthéon complexe de dieux et de déesses, chacun ayant un rôle spécifique et une importance particulière dans leur vie quotidienne. Chacun de ces dieux représentait différents aspects de la nature, du comportement humain et du cosmos. Ils étaient vénérés pour leur pouvoir et leur influence sur le monde visible et invisible. Odin, le père de tout, était le dieu de la sagesse, de la guerre et de la magie. Il était souvent représenté avec un corbeau sur son épaule et une lance à la main, symbolisant sa quête incessante de connaissances. Thor, le dieu du tonnerre, protégeait les dieux et les humains du chaos. Son marteau, Mjolnir, était un symbole de protection et de force, utilisé pour combattre les géants et autres créatures menaçantes. Leur mythologie, transmise de génération en génération sous la forme de poèmes épiques et de sagas, était une source de sagesse et de morale. Ces récits étaient racontés lors de rassemblements et de fêtes, renforçant les liens communautaires. Ces histoires reflètent leur vision du monde, leurs valeurs et leur compréhension de l'univers qui les entoure. Elles montrent comment les Vikings percevaient la lutte entre le bien et le mal,
l'ordre et le chaos. C'est un monde peuplé de dieux et de monstres, de héros et de méchants, où chaque personnage joue un rôle crucial dans l'équilibre de l'univers. Dans ce monde, le destin et le libre arbitre s'affrontent constamment, créant une dynamique complexe et fascinante qui continue de captiver notre imagination aujourd'hui. 6e chapitre. Écho dans les sagas. L'ère viking a été marquée par de nombreux événements importants et des personnages influents. Les Vikings, connus pour leur bravoure et leur habileté, ont façonné l'histoire de l'Europe et au-delà. Des raids légendaires sur Lindisfarne, en 793 après JC, qui ont marqué le début de l'ère viking en Angleterre, ont semé la terreur et l'admiration. Ces attaques audacieuses ont révélé la puissance et la stratégie des guerriers vikings. À l'établissement de la colonie viking de Lance aux Meadows, à Terre-Neuve, qui témoignent de leur capacité à explorer et à s'installer dans de nouvelles terres lointaines. Cette colonie est une preuve tangible de leur présence en Amérique du Nord, bien avant d'autres explorateurs européens, qui témoignent de leur prouesse maritime, de leur maîtrise de la construction navale et de la navigation. Les Vikings étaient des marins exceptionnels, capables de traverser des océans vastes et dangereux. Les Vikings ont laissé une marque indélébile sur l'histoire. Leurs artefacts et reliques, trouvés dans toute l'Europe et au-delà, racontent des histoires de batailles épiques et de voyages audacieux. Des personnages comme Ragnar Lodbrok, Ivar le Désossé et d'autres chefs vikings légendaires et Leif Erikson occupent une place importante dans l'histoire et la légende, leurs exploits étant relatés dans des sagas et des chroniques. Leurs aventures ont inspiré des générations et continuent de captiver l'imagination. Leurs exploits étant relatés dans des sagas et des chroniques, ces récits épiques ont traversé les âges, préservant la mémoire de ces héros. Inspirant à la fois admiration et terreur, les Vikings restent une figure emblématique de l'histoire médiévale, leur légende vivant encore aujourd'hui dans l'art et la culture populaire. 8e chapitre. Un héritage forgé dans le fer et le chant. L'impact des Vikings sur le monde est indéniable. Ces guerriers et explorateurs nordiques ont laissé une empreinte durable sur l'histoire. Ils étaient des pionniers de la construction navale et de la navigation, maîtrisant l'art de construire des navires robustes et rapides, leurs dracars leur permettant de parcourir de vastes distances et d'explorer de nouvelles terres. C'étaient des commerçants habiles, utilisant leurs navires pour transporter des marchandises précieuses. Leurs réseaux commerciaux s'étendant sur des continents et reliant des cultures éloignées. Ils échangeaient des biens tels que des fourrures, des épices et des métaux précieux. Leurs raids et leurs conquêtes ont provoqué des bouleversements politiques et sociaux, redéfinissant les frontières et les alliances. Mais ils ont également facilité les échanges culturels et la diffusion des idées. Leurs traditions artistiques, de la métallurgie complexe aux récits captivants, ont enrichi les cultures qu'ils ont rencontrées. De la métallurgie complexe aux récits captivants, leurs sagas et leurs légendes continuent de captiver notre imagination. Aujourd'hui, leurs traditions et leurs artefacts sont célébrés dans des festivals et des musées, continuant d'inspirer et de nous fasciner. Leurs histoires et leurs créations artistiques sont un témoignage de leur ingéniosité et de leur esprit aventureux. 9e chapitre. L'esprit viking endure. Les Vikings ont beau avoir disparu, leur esprit perdure. Leur héritage se retrouve dans notre langue, nos noms de lieux et notre patrimoine culturel. Leurs histoires d'aventure, d'exploration et de résilience continuent de résonner en nous, nous rappelant le pouvoir de l'ingéniosité humaine et l'attrait durable de l'inconnu. Les Vikings nous mettent au défi de confronter nos idées préconçues sur l'histoire et d'apprécier la complexité et la diversité de l'expérience humaine.
Le califat abbasside a gouverné une grande partie du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord du 8e au 13e siècle. Cette période est souvent appelée l'âge d'or de l'islam en raison des progrès réalisés dans les domaines de l'art, des sciences et de la littérature. Les abbassides étaient connus pour leur soutien à l'érudition et leur culture intellectuelle dynamique. Des érudits du monde entier affluaient à Bagdad pour étudier dans ses bibliothèques et ses universités. Cet essai explorera l'histoire du califat abbasside, de ses origines à son déclin. Il examinera les facteurs qui ont contribué à son âge d'or et à sa chute éventuelle. Le califat abbasside a été fondé en 750 de notre ère par les descendants d'Abbas, l'oncle du prophète Mahomet. Ils ont renversé le califat omeyyadé, qui régnait depuis 661 de notre ère. Les Abbassides ont obtenu le soutien de nombreux musulmans mécontents du régime omeyyade. Les Omeyyades étaient considérés comme corrompus et déconnectés du peuple. Les Abbassides promirent une société plus juste et gagnèrent rapidement le soutien des groupes marginalisés. Sous Abu al-Abbas al-Saffar, le premier calife abbasside, ils consolidèrent le pouvoir et transférèrent la capitale à Bagdad. Bagdad, stratégiquement située sur les principales routes commerciales, est devenue un centre de commerce et de culture. Les califes abbassides étaient de grands mécènes des arts et des sciences. Ils firent de Bagdad un centre d'apprentissage, invitant des érudits du monde entier. Les abbassides construisirent de nombreuses mosquées, bibliothèques et hôpitaux. Ils encouragèrent à la traduction de textes grecs et persans en arabe, enrichissant ainsi le savoir musulman. La Maison de la Sagesse, une institution clé de Bagdad, a joué un rôle crucial dans la transmission des connaissances des civilisations anciennes au monde islamique et à l'Europe. Les Abbassides ont fait des progrès significatifs en mathématiques, en astronomie, en médecine et en philosophie. La période abbasside a vu fleurir la vie intellectuelle et culturelle. Les érudits musulmans ont apporté des contributions significatives aux mathématiques, à l'astronomie, à la médecine, à la philosophie et à la littérature. En mathématiques, ils ont développé l'algèbre et la trigonométrie et ont fait progresser la géométrie et l'astronomie. Les astronomes musulmans ont créé de nouveaux instruments et ont effectué des mesures précises de la circonférence de la Terre. En médecine, ils ont fait progresser la chirurgie, l'ophtalmologie et la pharmacologie, écrivant des manuels médicaux complets. Les hôpitaux musulmans étaient dits réputés pour la qualité de leurs soins. Les Abbassides ont compris l'importance de la science et de la technologie pour leur empire. Ils ont investi massivement dans l'astronomie, les mathématiques et la médecine pour des applications pratiques dans la navigation, la fiscalité et la santé publique. Les califes ont établi des observatoires et ont parrainé la traduction de textes scientifiques en arabe. Cela a permis aux érudits musulmans de s'appuyer sur les travaux antérieurs et de faire de nouvelles découvertes. Les Abbassides ont également fait progresser la cartographie, créant des cartes détaillées utilisées par les marchands et les voyageurs. Ces cartes étaient plus précises que toutes les précédentes, reflétant la connaissance approfondie du monde des Abbassides. Leurs efforts scientifiques ont été cruciaux pour le maintien et l'expansion de l'Empire. La période abbasside a été une époque de grand bouillonnement artistique et culturel. Les Abbassides étaient des mécènes des arts, encourageant un style artistique islamique distinctif influencé par les traditions persanes, grecques et indiennes. L'art et l'architecture abbasside se caractérisaient par des motifs géométriques, de la calligraphie et des arabesques, ornant mosquées et palais. La littérature a prospéré, la poésie arabe atteignant de nouveaux sommets et les prosateurs développant de nouveaux genres, comme le makama. Les 1001 nuits, un célèbre recueil de contes populaires, a été compilé à cette époque. Les contributions culturelles des Abbassides ont eu un impact durable sur le monde islamique et au-delà. Le règne d'Haroun al-Rachid, de 786 à 809 de notre ère, est souvent considéré comme le point culminant de la puissance et du rayonnement culturel abbasside. Haroun al-Rachid était un dirigeant juste et efficace, et sa cour était un centre d'apprentissage et de culture. Il est un personnage clé du recueil de contes connu sous le nom des 1001 nuits. Le règne d'Haroun al-Rachid fut une période de paix et de prospérité pour le califat abbasside. Les frontières de l'empire étaient sûres
et son économie était forte. Le commerce était florissant et Bagdad est devenue une ville cosmopolite, accueillant des gens du monde entier. Haroun al-Rachid était un grand mécène des arts et des sciences, fondant des écoles et des bibliothèques et invitant des érudits à Bagdad. Malgré ses succès, le califat abbasside a dû faire face à des divisions internes et à des menaces externes. La montée en puissance des dynasties régionales a rendu difficile pour les califes de maintenir le contrôle de leur vaste empire. Les gouverneurs locaux et les chefs militaires ont affirmé leur indépendance, ce qui a conduit à la fragmentation à partir du Xe siècle. Les abbassides ont également dû faire face à des menaces extérieures de la part de l'empire byzantin à l'ouest et des Turcs à l'est. Les Turcs Seldjoukides, un peuple nomade d'Asie centrale, ont conquis une grande partie de la partie orientale du califat abbasside au XIe siècle. Ces défis ont contribué au déclin du califat abbasside. Le califat abbasside a été encore affaibli par des problèmes économiques, des troubles sociaux et des controverses religieuses. La perte de territoires au profit des dynasties régionales a entraîné une baisse des revenus du gouvernement abbasside. Il en a résulté des problèmes financiers et une baisse du niveau de vie de nombreuses personnes au sein du califat. Les troubles sociaux se sont intensifiés, les révoltes étant souvent motivées par des difficultés économiques ou des différences religieuses. Le gouvernement abbasside était considéré comme déconnecté des besoins du peuple et incapable de relever les défis de l'empire. Les controverses religieuses, notamment entre musulmans sunnites et chiites, ont également contribué au déclin. Les abbassides ont dû faire face à de nombreux soulèvements de la part des musulmans chiites, qui estimaient que le califat devait être détenu par un descendant d'Ali. En 1258, Bagdad est mise à sac par les Mongols, marquant la fin du califat abbasside. Le calife abbasside est tué, mais son héritage perdure. Les abbassides ont créé une tradition intellectuelle et culturelle dynamique qui a profondément marqué le monde islamique et au-delà. Les érudits musulmans ont apporté des contributions significatives aux mathématiques, à l'astronomie, à la médecine, à la philosophie et à la littérature. Ces contributions ont eu un impact durable sur le développement des sciences et de la culture en Orient comme en Occident. Les abbassides ont également joué un rôle clé dans la diffusion de l'islam, construisant des mosquées et des écoles islamiques dans tout leur empire. Leur héritage continue d'inspirer et d'influencer les peuples du monde entier. Le califat abbasside a été une période complexe et fascinante de l'histoire islamique. Ce fut une époque de grande puissance et de prospérité, mais aussi de déclin et de fragmentation. Malgré son effondrement, le califat abbasside a laissé un héritage durable. Les abbassides ont présidé à un âge d'or de la culture et de l'érudition islamique, avec des contributions à l'art, aux sciences et à la littérature que l'on admire encore aujourd'hui. L'accent qu'ils ont mis sur le savoir et l'apprentissage a créé une culture intellectuelle dynamique qui s'est répandue dans tout le monde islamique. L'héritage du califat abbasside continue d'inspirer et d'influencer les peuples du monde entier, nous rappelant la valeur du savoir, de la créativité et de l'épanouissement humain. La Rome antique. Ce nom évoque des images de gladiateurs, d'empereurs et d'un empire tentaculaire. C'est un monde de pouvoir, d'intrigues et de réalisations remarquables. Mais au-delà des histoires connues se cachent des secrets enfouis et des mystères non résolus. L'attrait de Rome perdure, nous captivant par son mélange de grandeur et d'énigmes. Des ruines de Pompéi aux écrits d'historiens disparus, nous reconstituons l'histoire de cette civilisation antique. Chaque découverte offre des aperçus alléchants sur un passé complexe et fascinant. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans les recoins méconnus de l'Empire romain, explorant les mystères et les merveilles qui continuent de nous intriguer aujourd'hui. Notre voyage nous emmène au-delà des sentiers battus, au-delà des combats de gladiateurs et des empereurs célèbres. Préparez-vous à être émerveillés par les merveilles cachées et les mystères impérissables de l'Empire romain. Si le Colisée est un symbole du divertissement romain, il ne représente qu'une fraction de leur prouesse architecturale,
cachées à travers l'Empire, se trouvent des merveilles moins connues qui témoignent de l'ingéniosité romaine. Prenez par exemple le réseau complexe d'aqueducs qui alimentait Rome en eau douce. Ces prouesses d'ingénierie, couvrant de vastes distances, utilisaient la gravité et des techniques de construction innovantes. Une autre merveille cachée se trouve sous les rues animées de Rome elle-même, la Cloaca Maxima. Cet ancien système d'égouts, encore partiellement utilisé aujourd'hui, en dit long sur l'assainissement et l'urbanisme romain. Imaginez les compétences techniques requises pour construire un système aussi complexe sous une ville florissante. Ces merveilles cachées brossent le tableau d'une civilisation en avance sur son temps. Les Romains possédaient une compréhension remarquable de l'ingénierie, de l'architecture et de l'urbanisme. Leur capacité à résoudre des défis pratiques avec une telle ingéniosité continue de nous étonner aujourd'hui. L'Empire romain a été le théâtre d'événements dramatiques et de personnages inoubliables dont certains sont entourés de mystères. Ces événements et figures ont façonné l'histoire de manière indélébile, laissant derrière eux des légendes et des récits captivants. L'un de ces événements, l'éruption du Vésuve en 69 après JBC, a enseveli les villes de Pompéi et d'Herculanum sous les cendres et la pierre ponce. Cette éruption cataclysmique a non seulement détruit des villes entières, mais a également figé un moment de l'histoire dans le temps. Cette catastrophe a préservé un instantané de la vie romaine, des objets du quotidien aux fresques complexes. Les fouilles archéologiques ont révélé des détails fascinants sur la vie quotidienne des Romains, offrant un aperçu unique de leur culture et de leurs habitudes. Les vies de certains individus sont tout aussi intrigantes. Des figures historiques comme les empereurs, les philosophes et les gladiateurs ont laissé une empreinte indélébile sur l'histoire romaine. Prenons l'exemple de l'empereur Néron, souvent dépeint comme un tyran qui jouait de la lyre pendant que Rome brûlait. Son règne est l'un des plus controversés de l'histoire romaine. Alors que l'histoire le retient durement, certaines preuves suggèrent une figure plus complexe. Des écrits anciens et des recherches modernes offrent des perspectives variées sur sa personnalité et ses actions. Était-il victime de la propagande ou un dirigeant impitoyable, comme le prétend l'histoire? Les historiens continuent de débattre de son véritable caractère et de ses motivations. Ces événements et ces individus nous rappellent que l'histoire n'est pas toujours claire. Les récits historiques sont souvent teintés de subjectivité et de biais. Derrière les grands récits se cachent des nuances et des incertitudes. Chaque découverte archéologique et chaque nouvelle interprétation ajoute des couches de complexité à notre compréhension du passé. C'est dans ces murmures du passé, dans ces figures énigmatiques et ces événements débattus que réside la véritable fascination de l'histoire romaine. L'exploration continue de ces mystères nous permet de mieux comprendre la richesse et la diversité de cette civilisation ancienne. Section 4. Le culte de Mithra, un mystère enveloppé d'ombre. Au milieu du panthéon des dieux et des déesses romains prospérait un culte mystérieux connu sous le nom de mithriacisme. Ce culte, bien que moins connu que les autres religions de l'époque, avait une influence significative sur ceux qui le pratiquaient. Populaire parmi les soldats romains, cette religion secrète était centrée sur le dieu Mithra, souvent représenté en train de tuer un taureau. Cette image symbolique était au cœur de leurs croyances et rituels. Les rituels et les croyances du mithriacisme restent entourés de secrets, connus uniquement par des preuves archéologiques fragmentaires et des textes épars. Les chercheurs continuent de découvrir de nouveaux indices qui éclairent cette religion énigmatique. Ce que nous savons, c'est que le mithriacisme mettait l'accent sur la fraternité, les rites d'initiation et la solidarité entre ses membres. Les initiations étaient des cérémonies complexes, marquant l'entrée dans une communauté soudée, et la croyance en l'au-delà. Les adeptes croyaient en une vie après la mort,
où ils seraient récompensés pour leur dévotion et leur loyauté envers Mithra. Ces temples souterrains, appelés Mitrées, ont été découverts dans tout l'Empire, laissant entrevoir l'attrait répandu du culte. Ces sanctuaires cachés étaient des lieux de culte et de rassemblement pour les initiés. Pourquoi cette religion mystérieuse a-t-elle captivé tant de Romains, en particulier des soldats loin de chez eux? Peut-être que le sentiment de camaraderie et de soutien mutuel offrait un réconfort dans des temps incertains. Le culte de Mithra nous rappelle que même au sein d'un vaste empire, les croyances personnelles et les sociétés secrètes pouvaient prospérer. Ces groupes offraient un espace pour des pratiques spirituelles distinctes et des liens sociaux forts. Son mystère durable continue de fasciner les historiens, offrant un aperçu du paysage spirituel diversifié du monde romain. Chaque nouvelle découverte archéologique ajoute une pièce au puzzle complexe de cette ancienne religion. Section 5. La disparition de la 9e Légion, perdue pour l'histoire. Cette légion, connue sous le nom de Legio IX Hispana, était l'une des unités les plus redoutables et respectées de l'armée romaine. L'un des mystères les plus durables de l'Empire romain est le sort de la 9e Légion, une unité militaire formidable qui a disparu des archives historiques au IIe siècle après J.C. Cette légion avait une longue histoire de campagnes victorieuses, ayant combattu en Espagne, en Germanie et en Bretagne. Chargée de maintenir l'ordre en Bretagne, la Légion a apparemment disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière elle que des spéculations et des questions sans réponse. Les ruines romaines en Bretagne témoignent de leur présence, mais n'offrent aucun indice sur leur sort final. Les théories abondent concernant leur sort. Certains historiens pensent qu'ils ont été anéantis dans une bataille désastreuse contre les tribus locales, tandis que d'autres suggèrent des causes plus mystérieuses. Certains pensent qu'ils ont été vaincus au combat contre des tribus rebelles, peut-être lors d'une embuscade soigneusement planifiée par les Celtes, qui connaissaient bien le terrain et les tactiques de guérilla, tandis que d'autres suggèrent qu'ils ont été transférés dans une autre partie de l'Empire et absorbés par d'autres légions. Cette théorie est soutenue par des documents fragmentaires qui mentionnent des mouvements de troupes, mais rien de concluant. Le manque de preuves concluantes ne fait qu'épaissir le mystère, alimentant les spéculations et inspirant d'innombrables œuvres de fiction. Des romans, des films et des séries télévisées ont tenté de reconstituer leur histoire, chacun offrant une interprétation différente. La disparition de la 9e Légion nous rappelle brutalement la nature capricieuse de l'histoire. Les vestiges de leur existence sont éparpillés à travers l'Europe, mais leur destin reste insaisissable. Parfois, même les empires puissants peuvent perdre des légions entières, leurs histoires perdues dans les sables du temps. Les artefacts retrouvés offrent des indices, mais jamais une image complète. Le mystère entourant leur sort continue de captiver notre imagination, nous rappelant que certains secrets du passé ne seront peut-être jamais complètement révélés. La 9e Légion reste une énigme fascinante, un rappel de la fragilité de l'histoire humaine. L'empire sassanide fut un puissant empire de l'ancienne Perse. Il dura plus de 400 ans, de 224 à 651 après Jésus-Christ. Les Sassanides remplacèrent les Parthes, qui avaient régné sur la Perse pendant des siècles. L'empire sassanide était connu pour ses dirigeants puissants, son armée impressionnante et sa riche culture. Les Sassanides sont arrivés au pouvoir à une époque de changement en Perse. L'empire parthe s'affaiblissait et le besoin d'un gouvernement fort et centralisé se faisait sentir. Ardashir Ier, guerrier et dirigeant habile, est devenu le fondateur de la dynastie sassanide. Il vainquit le dernier roi parthe et inaugura une nouvelle ère dans l'histoire perse. L'empire sassanide allait devenir une puissance majeure dans le monde, rivalisant avec les empires romains et byzantins à l'ouest. Ardashir Pamir fut une figure remarquable de l'histoire perse. Il est né dans une famille de prêtres à Pars,
une région du sud-ouest de la Perse. Ardashir était un dirigeant ambitieux et il a rapidement gravi les échelons du pouvoir. Il vainquit plusieurs chefs locaux et finit par défier le roi Parthe pour le contrôle de la Perse. La victoire d'Ardashir sur les Parthes en 224 après JC marqua le début de l'empire sassanide. Il établit une nouvelle capitale à Ctésiphon, une ville stratégique sur le Tigre. Ardashir mit en œuvre des réformes pour renforcer l'administration et l'armée de l'empire. Il a également promu le zoroastrisme, une ancienne religion perse, comme religion d'État. Le règne d'Ardashir a jeté les bases du succès futur de l'empire sassanide. Chapourière, le fils d'Ardashir, hérita d'un empire fort et stable. Il poursuivit la politique d'expansion et de consolidation de son père. Chapourière mena des campagnes militaires à l'est et à l'ouest, repoussant les frontières de l'empire sassanide. Il conquit des territoires en Arménie, en Géorgie et en Asie centrale. Les victoires les plus célèbres de Shapur Ier furent celles remportées contre l'empire romain. Il vainquit 3 empereurs romains au combat, dont Valérien en 260 après J pour C. La capture d'un empereur romain fut une victoire de propagande majeure pour les Sassanides. Le règne de Shapur Ier marqua l'apogée de la puissance et du prestige des Sassanides. Il laissa un héritage durable en tant que grand conquérant et bâtisseur. L'empire sassanide et l'empire romain étaient les 2 superpuissances de leur époque. Ils partageaient une longue frontière et se disputaient constamment le contrôle de territoires stratégiques. La rivalité entre les Sassanides et les Romains dura des siècles. Il y eut de nombreuses guerres, trêves et alliances entre les 2 empires. L'un des conflits les plus importants fut la guerre de 602 à 628 après J. C. Cette guerre fut déclenchée par une dispute sur le contrôle de l'Arménie. Les Sassanides, dirigés par Khosrow II, prirent d'abord le dessus. Ils envahirent les territoires romains et s'emparèrent de villes importantes comme Jérusalem et Alexandrie. Cependant, l'empereur romain Héraclius lança une contre-offensive et finit par vaincre les Sassanides. Cette guerre longue et coûteuse affaiblit les 2 empires, ouvrant la voie à leur déclin final. 5e partie. Le règne de Khosrow Ier, un âge d'or. Le règne de Khosrow Ier, également connu sous le nom d'Anushirvan, est considéré comme un âge d'or de l'histoire sassanide. Khosrow Ier régna de 531 à 579 après JC. Il était connu pour sa sagesse, sa justice et son mécénat des arts et des sciences. Khosrow Ier mit en œuvre des réformes qui renforcèrent l'État sassanide et améliorèrent la vie de ses sujets. Khosrow Ier fut un grand mécène. Il créa des écoles et des académies, invitant des érudits du monde entier à étudier à sa cour. Il a également commandé la traduction en persan de nombreuses œuvres importantes de littérature et de philosophie. Le règne de Khosrow Ier fut une période de paix, de prospérité et d'épanouissement culturel pour l'empire sassanide. 6e partie. La culture sassanide. Art, architecture et sciences. L'empire sassanide était connu pour sa culture vibrante et ses réalisations impressionnantes dans les domaines de l'art, de l'architecture et des sciences. L'art sassanide se caractérisait par sa grandeur, ses détails complexes et l'utilisation de couleurs riches. Les artistes sassanides excellaient dans divers domaines, notamment le travail des métaux, les textiles et la céramique. L'architecture sassanide était tout aussi impressionnante. Les Sassanides construisirent de magnifiques palais, temples et ponts. Ils étaient reconnus pour leur utilisation des dômes, des arches et des décorations élaborées. Les Sassanides ont également apporté des contributions significatives à la science, en particulier dans les domaines de l'astronomie, des mathématiques et de la médecine. 7e partie. Le zoroastrisme, la flamme sacrée. Le zoroastrisme jouait un rôle central dans la société sassanide. C'était la religion d'État et ses enseignements influençaient tous les aspects de la vie. Le zoroastrisme est une ancienne religion monothéiste qui met l'accent sur l'importance des bonnes pensées, des bonnes paroles et des bonnes actions. Les zoroastriens croient en un seul Dieu, Ahura Mazda, qui a créé le monde et tout ce qui est bon. Ils croient également en un esprit maléfique, Angra Mainyu, qui s'oppose à Ahura Mazda et apporte le chaos et la souffrance dans le monde. Le feu est un symbole sacré dans le zoroastrisme, représentant la pureté et la lumière divine.
Les prêtres zoroastriens entretenèrent des feux sacrés dans les temples de tout l'Empire. 8e partie. Le déclin et la chute, troubles internes et menaces extérieures. L'Empire sassanide, comme tous les empires, a fini par connaître son déclin. Une combinaison de troubles internes et de menaces extérieures a affaibli l'Empire de l'intérieur et de l'extérieur. Des conflits internes liés à la succession, des différends religieux et des problèmes économiques ont affaibli l'État sassanide. Dans le même temps, les Sassanides ont dû faire face à un nouvel ennemi redoutable venu de la péninsule arabique, les musulmans. Inspirés par leur nouvelle foi, les musulmans lancèrent une série de conquêtes qui allaient changer à jamais la carte du Moyen-Orient. Les Sassanides étaient affaiblis par des décennies de guerre contre les Byzantins et par des conflits internes. Ils étaient donc mal préparés à faire face à l'assaut des armées arabes. 9e partie, l'héritage des Sassanides. L'Empire sassanide prit fin en 651, après J.C., avec la mort de son dernier souverain, Yazdegerd III. La conquête arabe de la Perse marqua la fin d'une époque. Cependant, les Sassanides ont laissé un héritage durable qui continue d'influencer la culture perse et mondiale aujourd'hui. Les Sassanides ont préservé et transmis les anciennes traditions et la culture perse. Ils ont également apporté des contributions significatives à l'art, à l'architecture et aux sciences. L'époque sassanide est considérée comme un âge d'or de l'histoire perse, une période de puissance, de prospérité et de rayonnement culturel. 10e partie, conclusion, les échos de la Perse. L'Empire sassanide a beau avoir disparu, ses échos se font encore sentir aujourd'hui. Des magnifiques ruines de Persépolis à l'héritage durable du zoroastrisme, les Sassanides ont laissé une marque indélébile sur le monde. Leur art, leur architecture et leur littérature continuent d'inspirer l'admiration et l'émerveillement. Les Sassanides étaient un empire puissant et influent qui a joué un rôle essentiel dans l'histoire du Moyen-Orient et au-delà. Leur histoire nous rappelle l'ascension et la chute des empires, le pouvoir durable de la culture et l'interconnexion de l'histoire humaine.